Alors que le Premier ministre Gabriel Attal appelait la semaine dernière à un sursaut d'autorité face à une jeunesse qui serait de plus en plus violente, des maires ont récemment annoncé vouloir mettre en place des couvre-feux pour les mineurs. Mais alors, y a-t-il vraiment un regain de violence chez la jeunesse? Et pourquoi les mesures proposées font autant débat? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et vous l'aurez compris, je vous fais pas un dessin cette semaine, je suis encore en déplacement, en reportage pour des vidéos qui vont arriver dans les prochains jours. Désolé, j'enchaîne pas mal ces derniers jours, mais donc on continue en voix off sans la caméra. Alors ces dernières semaines ont été marquées par plusieurs actes de violence extrême menés par des jeunes en France. On peut penser notamment à la mort de Philippe à Grande-Synthe, un jeune homme de 22 ans qui est décédé suite à un guet-apens organisé par des mineurs. On peut penser aussi à Shemseddine qui a été battu à mort par des jeunes près de son collège à Viry-Châtillon, ou encore à Samara qui a été gravement blessé après avoir été agressé par des mineurs près de son collège à Montpellier. Alors face à cela, on en a déjà parlé la semaine dernière, donc on va revenir très rapidement là-dessus, mais Gabriel Attal, le Premier ministre, a dévoilé le 18 avril dernier son plan qui vise à replacer, je cite, l'autorité au cœur de la République, une République, je le cite là encore, qui contre-attaque. Alors si vous n'avez pas vu notre épisode la semaine dernière sur le sujet, ou alors que vous avez oublié ce qu'on a vu la semaine dernière, résumé en 30 secondes de ce qu'il avait annoncé, il avait expliqué vouloir responsabiliser encore plus les parents, envoyer en internat davantage les jeunes, je cite, qui commencent à avoir des mauvaises fréquentations. Il souhaite sanctionner davantage sur leur diplôme les élèves qui perturbent gravement les cours, ou encore durcir la réponse de la justice envers les mineurs en cas de délit. A noter qu'il y a aussi une concertation qui est prévue sur le sujet de la violence des jeunes dans quelques semaines. On verra donc les conclusions de ce rapport très bientôt. Mais au-delà de ces mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre, une autre mesure a pas mal été débattue ces derniers jours pour lutter contre la délinquance des jeunes. C'est la mise en place d'un couvre-feu dans certaines communes. Il ne s'agit donc ici pas d'une mesure nationale mise en place par le gouvernement, mais c'est bien donc une mesure locale. C'est le cas par exemple à Pointe-à-Pitre, qui est dans le département donc d'outre-mer de la Guadeloupe, où un couvre-feu pour les mineurs est en place depuis ce lundi entre 20h et 5h du matin pour une durée d'un mois renouvelable. L'objectif, selon le préfet de la Guadeloupe, c'est la mise en sécurité des mineurs, le tout dans un contexte d'augmentation de la délinquance juvénile directement donc en Guadeloupe. Mais dans l'Hexagone aussi, l'idée commence à faire son chemin. Par exemple, Robert Ménard, qui est le maire de Béziers, classé à l'extrême droite, a instauré un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, et ce dans plusieurs quartiers de la ville du 22 avril au 13 septembre, entre 23h et 6h du matin. Et en cas de non-respect de ce couvre-feu, le mineur risque d'être conduit au commissariat et les parents risquent une amende. Alors on va voir la réponse des opposants dans quelques instants, mais pour défendre cette mesure, Robert Ménard a expliqué au site 20 minutes qu'il ne s'agissait pas seulement, je cite, d'une mesure répressive, mais de protection de ces mineurs abandonnés par les parents. D'ailleurs, cet âge de 13 ans, il n'a pas été choisi au hasard. Jusqu'à cet âge-là, la justice présume que ces jeunes ne sont pas capables de discernement et doivent donc être protégés. Alors on peut noter que cette idée, elle a été saluée par le maire de droite de Nice, Christian Estrosi. Le maire de Nice est un proche d'Emmanuel Macron. Il souhaite réinstaurer lui aussi un couvre-feu pour les jeunes de moins de 13 ans dans sa ville, et ce dès le 1er mai, comme c'était déjà le cas d'ailleurs entre 2009 et 2020. En gros, ça veut dire que pour être dans la rue pendant les horaires du couvre-feu, un jeune de moins de 13 ans devrait être accompagné d'un majeur pouvant justifier d'un lien de responsabilité. Donc ça peut être un parent ou alors un grand frère. A noter que Christian Estrosi étudie aussi la possibilité d'étendre ce couvre-feu jusqu'à 16 ans dans certains secteurs, par exemple des secteurs qui sont connus pour être des lieux de trafic de drogue. Alors on l'a vu, Robert Ménard justifie la mise en place d'un couvre-feu par une hausse de la délinquance chez les jeunes, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que les jeunes sont de plus en plus violents? Alors si on regarde les chiffres du ministère de la Justice, il y a 44 800 mineurs qui ont été poursuivis en 2022 pour avoir commis des infractions. 44 800, c'est moins qu'en 2021 où ils étaient 46 200, et c'est moins aussi qu'en 2020 où ils étaient 48 200. Si on parle donc des poursuites pour infraction, on a une légère baisse, on peut dire, ces dernières années. Par contre, ce que l'on peut noter, c'est que selon une série de données qui ont été publiées par le service statistique du ministère de l'Intérieur, le nombre de mineurs mis en cause pour homicide
a légèrement augmenté depuis 2016. Cela dit, le taux de mineurs mis en cause dans le total des homicides reste stable. En fait, comme on l'expliquait, c'est très simple. Le nombre d'homicides a légèrement augmenté sur toutes les tranches d'âge et donc la proportion des mineurs reste stable. Et à noter que pour ces chiffres d'homicides, il y a eu en fait une chute drastique jusqu'au début des années 2000 environ. Et là donc, il y a une légère augmentation, notamment depuis 2016. Alors, comment expliquer qu'on en parle autant aujourd'hui? Certains estiment, et on en reparle d'ailleurs juste après, que c'est probablement dû au fait que ces violences, elles sont particulièrement médiatisées en ce moment, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi notamment sur certaines chaînes d'information en continu. Alors, on a vu les chiffres, on a vu aussi les arguments de ceux qui défendent ces mesures. Maintenant, que disent les opposants à ces mesures, et notamment donc à ce couvre-feu qui est mis en place dans un certain nombre de villes? Eh bien, certains spécialistes estiment que ce genre de mesures pourrait être contre-productive. En effet, on a déjà eu l'occasion d'en parler vendredi, mais certains estiment par exemple que remettre la faute sur les parents en sanctionnant par exemple via une amende pourrait revenir à fragiliser encore davantage certaines familles qui peuvent être en difficulté. Par ailleurs, le fait de mettre l'accent, y compris d'un point de vue politique, sur la répression plutôt que sur l'éducation, eh bien inquiète certains experts comme la pédopsychiatre Nicole Kathleen, interrogée par le journal Le Monde dans un article que je vous mets en description. En fait, pour Alice Gunenwald, qui est juge des enfants à Saint-Étienne, interrogée par La Dépêche, une répression plus sévère ne réglera pas forcément des problèmes de fond. Elle explique notamment que les dispositifs d'accompagnement à la parentalité sont insuffisants et débordés et que la protection de l'enfance est actuellement en difficulté. Par ailleurs, elle estime, je cite, qu'il y a des gros besoins en accompagnement psychologique, tant du côté des jeunes que parfois des parents. Selon elle, donc, au-delà de la question éventuelle de la répression, qu'on entend donc beaucoup en ce moment, il y a aussi, selon elle, un enjeu de prévention, notamment dans les établissements scolaires. En tout cas, certains voient dans ce discours du gouvernement aussi une tentative politique de plaire notamment à un électorat plus classé à droite et plus âgé, et ce notamment à l'approche des élections européennes qui se tiendront au mois de juin et où le Rassemblement national notamment est très haut dans les sondages. Je vous mets en tout cas des liens en description. Au passage, j'en profite parce que vous avez toujours des idées de sujets intéressantes. De notre côté, on a pas mal d'idées dans les prochains jours, mais si vous avez un sujet particulier que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ou alors si jamais vous écoutez en podcast, notamment sur Spotify, il y a un outil qui vous permet de faire des suggestions et de proposer des choses, donc vraiment n'hésitez pas. Je laisse la parole à Blanche et je reviens juste après. Merci Hugo, et on commence avec cette première actu. Emmanuel Macron a tenu un long discours de 2 heures sur l'Europe ce jeudi dans l'université de la Sorbonne à Paris, à 6 semaines des élections européennes. Il a notamment prévenu que, je cite, notre Europe pouvait mourir, et pour éviter cela, donc, il a proposé plusieurs initiatives. La première, c'est la création d'une initiative européenne de défense qui doit passer selon lui par des coalitions, mais aussi par une formation harmonieuse des militaires des armées européennes. Ensuite, il veut une politique commerciale plus protectrice, moins naïve face à celle des États-Unis et de la Chine. Troisième chose, il souhaite positionner l'Europe comme un leader mondial dans 5 secteurs émergents: l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'espace, les nouvelles énergies et les biotechnologies. Il a également défendu le CETA, ce fameux accord de libre-échange entre l'UE et le Canada dont on a déjà parlé dans ce format. Quatrième annonce, il veut aussi développer le nucléaire et les renouvelables, et enfin, il souhaite imposer une majorité numérique européenne à 15 ans pour protéger les enfants des risques en ligne. Selon lui, avant 15 ans, il doit y avoir un contrôle parental sur l'accès à Internet, même s'il n'a pas dit exactement comment il comptait s'y prendre. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus sur ces annonces. Deuxième actu, la défense civile de Gaza a affirmé avoir exhumé plus de 300 corps dans des fosses communes à l'intérieur de l'hôpital Nasser de Khan Younes, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza. La défense civile, c'est une ONG qui se concentre sur la protection et l'assistance aux civils à Gaza. Les autorités palestiniennes accusent l'armée israélienne d'avoir tué puis enterré ces personnes, certaines avec les pieds et les mains liés. De son côté, l'armée israélienne a démenti toute responsabilité et parle d'allégations sans fondement. Israël affirme n'avoir inhumé aucun corps et avoir seulement, je cite, examiné des cadavres déjà enterrés par leurs proches pour vérifier qu'ils ne soient pas des otages israéliens. Face à la situation, l'ONU a réclamé ce mardi une enquête internationale sur ces fosses communes et l'Union européenne a appelé à une enquête indépendante afin de vérifier si des droits humains ont été violés. On suivra ça. Troisième actu, au Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest, l'armée burkinabé, qui est arrivée au pouvoir par un coup d'État en 2022, aurait tué au moins 223 civils, dont 56 enfants, le 25 février dernier, selon un rapport publié ce jeudi par l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch. Ces massacres pourraient constituer des crimes contre l'humanité, selon l'ONG. Le rapport a été rédigé grâce à des dizaines de témoignages, de photographies
et de vidéos partagées par des survivants, et donc une centaine de militaires de l'armée se seraient rendus dans 2 villages du nord du pays pour regrouper les habitants avant de les exécuter. Selon les rescapés, les habitants ont été abattus en représailles à plusieurs attaques terroristes qui ont eu lieu ces derniers mois dans le pays. Les victimes étaient accusées par l'armée d'être complices des djihadistes. Il faut savoir que le Burkina Faso est confronté depuis des années à des violences venant de groupes djihadistes, principalement des groupes armés liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. 4e actu, la justice iranienne a condamné à mort ce mercredi le rappeur Toumaj Salehi pour corruption sur terre. L'homme de 33 ans, qui était connu pour ses chansons critiques à l'égard du pouvoir iranien, est devenu une figure importante dans le mouvement de contestation qui a suivi la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. Mahsa Amini, c'est une étudiante de 22 ans qui avait été arrêtée pour ne pas avoir porté correctement son voile. Elle est décédée 3 jours plus tard à l'hôpital après être tombée dans le coma lors de sa garde à vue. Plusieurs témoins avaient accusé la police d'avoir battu violemment la jeune femme et donc sa mort avait entraîné de nombreuses manifestations partout dans le pays qui avaient été réprimées dans le sang par les autorités. Selon l'ONG Amnesty International, au moins 95 personnes ont été exécutées en Iran depuis le début de l'année. 5e actu, l'Organisation mondiale de la santé alerte dans un rapport publié ce jeudi sur la consommation d'alcool et de cigarettes électroniques chez les adolescents. L'une des causes de cette consommation de plus en plus importante, c'est la pandémie de Covid-19 qui a modifié les habitudes des 11-15 ans. En fait, lors de cette période, ils étaient plus sur Internet et donc potentiellement plus exposés à des pubs sur l'alcool ou le tabac notamment. L'alcool, c'est la substance la plus fréquemment consommée par les adolescents. Pour vous donner une idée, 4 jeunes de 15 ans sur 10 ont consommé de l'alcool au cours des 30 derniers jours. L'OMS recommande donc, pour contrer cette tendance, d'augmenter les taxes, de limiter les points de vente et la publicité, ou encore de bannir les agents aromatisants, très présents dans les cigarettes électroniques par exemple. En France, l'Assemblée nationale a voté en décembre dernier à l'unanimité l'interdiction des puffs, des cigarettes électroniques jetables particulièrement populaires chez les jeunes. Le texte doit encore être voté au Sénat. 6e actu, en Italie, depuis ce jeudi et pour tous les week-ends de mai à juillet, les touristes journaliers qui souhaitent se rendre à Venise devront payer un billet d'entrée de 5 €. Le but de la ville, c'est de lutter contre le surtourisme. Alors cette mesure ne concerne que les visiteurs qui restent moins d'une journée dans la ville et qui contribuent à l'engorger. Ces touristes-là devront télécharger pour 5 € un QR code qu'ils devront présenter aux autorités locales postées aux principales portes d'entrée de la ville. Ceux qui dorment sur place ne sont pas concernés et recevront un QR code gratuitement, tout comme les étudiants et les moins de 14 ans. Il faut savoir qu'en pic de fréquentation, des dizaines de milliers de visiteurs visitent Venise chaque jour, plus des 100 000 touristes qui dorment sur place. Enfin, dernière actu, les vaccins ont permis de sauver au moins 154 millions de personnes ces 50 dernières années, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé publiée ce mercredi dans la revue scientifique The Lancet. Alors l'étude ne porte que sur la vaccination de 14 vaccins, comme ceux contre la rougeole, le tétanos ou encore la fièvre jaune. Et donc la vaccination contre ces 14 maladies a contribué à réduire la mortalité des enfants de 40% dans le monde et de plus de 50% en Afrique. La majorité de ces vaccins ont permis de sauver la vie de près de 100 millions de nourrissons, notamment ceux qui étaient touchés par la rougeole, une maladie très contagieuse. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain.